Le but, c'est d'être dans l'axe du micro, quoi. Parce qu'en gros, si tu tournes la tête après, on t'entend plus trop. J'ai pu tester, merci. J'ai pas d'autres questions. Ça, c'est le point technique. Le monteur fait une crise cardiaque à chaque fois qu'on fait on tape sur le câble. Bah là, non, j'ai fait le deuil. Enfin, je suis désabusé. Là. Je suis hyper concentrée. Hein. Ça va pas commencer. Donne pas tout. Un jeu de mots. Donne pas tout maintenant parce que ça va pas commencer. On n'a pas lancé encore. Si t'as plus d'endurance derrière, c'est... Après, elle sera là. Non, mais en fait, Let's go. Et bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Loïc. Bonsoir. C'est bizarre de dire bonsoir alors qu'on enregistre le matin. Je sais. Ah, ça fait 2 fois que tu le fais. Hyper drôle. Incroyable. On dirait qu'on les enregistre à la suite. Ah non, dingue. Comment ça va? Ben ça va. Je me réveille petit à petit là, donc je commence à être à peu près en Tu as forme. des questions pertinentes. Bon, Peut-être. allez. On passe à la suite. Allez. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Marion, qui est de mon laboratoire de recherche. Bonjour Marion, comment ça va? Bonsoir du coup. Bonsoir. Ah, c'est vrai. On est le soir. Voilà. Oui, mais je vois bien la nuit là. Oui, ça va. Merci. Voilà. Tu es un petit peu stressée. C'est pas grave, t'inquiète pas, ça va passer. De toute façon, c'est une petite discussion entre nous. Il n'y a personne avec nous. C'est ça. On est 3 dans un petit Airbnb à Paris. C'est parfait. Voilà. Il fait un peu chaud, un peu froid. Le temps est gris. Bon, c'est pareil quoi. C'est tout petit. Ça sent un peu la cigarette parce que bon, on l'a dit pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent, mais notre hôte a fumé, les fenêtres fermées pendant un temps inconsidérable, je pense. Alors qu'il y a une énorme terrasse. Ouais. Il aurait pu se déplacer de 1 petit mètre pour aller fumer sur la terrasse, mais bon, apparemment il préfère fumer fenêtre fermée, et y compris dans les toilettes, parce que je pense qu'il devait y avoir un cendrier dans les toilettes vu l'odeur. Voilà. Vous êtes content d'écouter ça? Bienvenue sur Taisez-vous. Alors, Marion Pitel, tu es au laboratoire de psychopathologie et processus de santé, et tu es encadrée par Céline Bonner. Absolument. Qui est aussi la personne qui m'encadre pour mon post-doctorat. Oui, tout à fait. Voilà. Tu nous fais une thèse qui s'appelle Orio, Programme de prévention indirecte de la consommation de cannabis à l'adolescence, basé sur un outil de médiation de type manga. Et j'adore les mangas, c'est super. Quel impact et quelle efficacité sur les compétences émotionnelles? C'est à peu près ça. Voilà. Le titre a dû changer 3 fois depuis, mais... Classique pour un titre de thèse. Qu'est-ce que je fais? Que tu me regardes comme ça là. Non, il y a un des câbles qui fait que taper, mais je sais pas qui c'est. Non, c'est peut-être moi. Ouais, je pense. Je vais m'arrêter de bouger. Attention, plus aucun bruit. Je vais bouger moi, attendez. Je profite. Ok, c'est bon, je peux reprendre. Ouais, je ne fais plus aucun bruit sur les câbles. Du coup, Marion, d'abord, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu as fait avant ta thèse? C'était quoi ton parcours et comment tu en es arrivé à faire une thèse dans ce laboratoire? Avec plaisir, ouais. Alors, en gros, moi, je savais que je voulais faire psychologie depuis que j'ai 12 ou 13 ans. Waouh. C'est bizarre, ouais. C'est hyper jeune pour se dire, je veux faire de la psychologie. Surtout de la psychologie, je pense. J'avais des potes qui me disaient, ouais, médecin, pompier, non, psycho. Genre, voilà. Ouais. Tu connaissais des gens qui faisaient de la psychologie pour avoir... Pas du tout. Ok. Et quand j'ai connu l'existence de la psychologie, je me suis dit, ah, mais c'est incroyable. Tu peux aider les gens. Vraiment, tu peux avoir un vrai impact pour aider les gens sans les toucher, parce que moi j'avais peur du sang, ouais, donc pas médecine. Pas médecin légiste quoi. C'est un peu ça. Et surtout des piqûres. Mais on en reparlera des piqûres dans quelques secondes. Mais globalement, voilà. Et en même temps, j'étais fascinée, voilà, comprendre l'esprit humain, je trouvais ça incroyable. Ça me semblait être la meilleure des sciences, sachant que j'ai toujours eu l'esprit très scientifique. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est trop bien. Et je suis pas allée en psycho, du coup. T'es allée en médecine? Ouais. Le classique. Mais c'est ça, parce que mes parents, à l'époque, je crois que c'est moins le cas maintenant, mais il y a combien de temps?
j'ai passé mon bac, je sais plus. Il y a 15 ans, quand j'avais commencé les débuts du choix de où je vais, on me disait psycho c'est nul, il n'y a pas de débouché. Ils sont 70 000 par promo, il n'y a rien à la fin. Ouais, voilà, ça, on voit bien la psychologie aujourd'hui, personne n'en parle. Donc c'est pas du tout. Non, ça n'existe pas. Voilà. Donc je suis allée en médecine avec ma phobie des piqûres, en me disant si je réussis ma première année, je vais avoir un stage d'infirmier où je vais passer ma vie à faire des piqûres et à tomber dans les pommes. Enfin, j'étais complètement... Oh, le choix de carrière vraiment incroyable. J'étais vraiment terrorisée. Donc tu y es allée en espérant ne pas réussir, du coup. Alors je vais rater, yes, allez. Je sais pas ce que je me disais. En fait, je me disais je vais faire psychiatrie. J'ai découvert... je vais vraiment m'afficher là. Mais en fait, je me suis dit, si mes parents veulent pas que je fasse psycho, faut que je trouve une alternative qui s'en rapproche. Et j'ai vu Hannibal Lecter et je me suis dit, c'est génial. Il y a quand même un métier. Quelle partie, c'est génial. Non, mais il y a quand manger les gens. Bien sûr. Non, mais j'ai découvert, psychiatre, c'est peut-être pas très connu quand t'es ado, quoi. Et je me suis dit, mais ce métier est trop bien, c'est exactement ce que je veux, ça va faire plaisir à mes parents parce que c'est de la médecine et tout. Et voilà. Et donc, médecine, j'ai raté, vraiment bien raté. C'était super. C'était super. J'ai pas fait de stage infirmier. J'ai doublé, donc. Tu l'as raté 2 fois, classique. Ouais, et puis voilà, vraiment. Parce que je crois que j'avais vraiment du mal, j'étais un peu jeune et j'avais du mal à affirmer que je voulais pas être là. Et c'était difficile de gérer la déception, de rater. Oui, c'est ça. Et puis de dire à tes parents, mais en fait, je veux pas faire ça. Voilà. J'ai pas du tout envie de faire la 2e année. Donc je vais faire 600 fois la première année si vous voulez. Je ferai jamais la 2e année. Exactement. Donc du coup, la seconde fois, j'ai pu faire les démarches et je suis allée en psychologie. Et ça a été un soulagement immense. Et puis en plus, vraiment, j'ai tout de suite adoré. C'était là où je devais être. Enfin, c'est ce que je ressentais. Ouais. Et du coup, ça s'est vraiment bien passé. Je suis allée direct à Descartes. Enfin, anciennement Descartes, donc Paris-Cité aujourd'hui. Ouais. Et j'ai fait toute mon parcours licence-master au même endroit, donc au site de Boulogne. Ok. Et le master, c'était quoi que tu avais fait comme master ? J'ai fait psychologie intégrative. Donc c'est PCPI, psychopathologie. Je sais plus. Ok. Et ça parle de quoi ? Parce que Louise, qu'on a enregistré avant, elle était en psychologie de la santé. Ouais. Toi, c'est quoi comme branche de la psychologie, ce que tu étudiais plutôt ? En fait, c'était ça que j'ai bien aimé. Enfin, j'ai vraiment aimé ce master pour son approche, qui était une approche qui se voulait le fait d'intégrer différentes approches de la psychologie. Ok. En gros, on part du principe que il y a plein d'approches qui sont intéressantes et qui fonctionnent selon le profil du patient et que chaque patient est unique et a ses propres besoins, les choses qui vont plus lui parler ou pas du tout selon comment il pense et comment il fonctionne. Et du coup, on nous a un peu formés donc pas de manière approfondie, mais on nous a formés à un peu toutes les approches principales et aussi beaucoup aux tests et au bilan pour à la fois nous faire découvrir ces approches et probablement l'objectif, et je pense que mes collègues qui ont fait de la clinique après, ils se sont spécialisés aussi, mais tout en étant capable de réorienter un patient selon ses besoins. Donc c'était vraiment l'idée. Donc on a fait de la psychanalyse, des TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Un peu de tout. Et la systémie aussi. Ok. Ouais, donc ça permet selon... Imaginons la personne a un trauma, tu te dis la branche que moi j'ai en spécialité, c'est pas forcément la meilleure, je vais l'orienter vers un spécialiste qui est plus c'est ça. Psychologie. Globalement, c'est ça. Ouais. Ok, trop bien. Et pourquoi un sujet sur la consommation de cannabis ? En fait, c'est vrai que j'ai peut-être pas tout à fait fini le côté parcours, mais en fait, moi, quand je suis fini mon master, je savais que je voulais faire de la recherche. Je crois que je le savais depuis la licence, en fait. La recherche, je trouvais ça génial de faire avancer les connaissances et puis les méthodos un peu scientifiques. Moi, ça me faisait vraiment vibrer. Mais j'avais pas de projet. En tant que jeune étudiante, j'avais pas. Enfin voilà, je faisais mes stages et je faisais mes cours et je me sentais pas saisie d'une grande question qui allait révolutionner le monde, quoi. Je sais juste que j'adorais la dicto, donc la dictologie et à l'époque, quand j'étais en master 2. On m'a dit, globalement, en addictologie, il y a surtout une professeure, mais il faut que tu aies ton projet. Donc, je me suis retrouvée un peu coincée, à pas trop savoir quoi faire, parce que j'avais pas très envie de faire un autre sujet à l'époque. Et j'ai fait mon master 2 avec une autre enseignante, donc Aurélie Intas. Je sais pas si on peut dire les noms. Oui. évidemment. Donc, Aurélie Intas, qui est plutôt psy de la santé. Et j'ai fait mon master 2 avec elle. Mais elle, en gros, je lui ai dit, j'adore travailler avec vous. C'est incroyable de travailler avec vous, mais vos sujets m'intéressent pas. Je vous adore. Mais...
Mais je comprends ça. C'était un peu... évidemment, avec des... voilà, je résume, mais dans l'idée, il y avait vraiment ça. J'ai pas forcément envie de me spécialiser dans la dialyse, dans des sujets comme ça qui vraiment me parlaient pas. Mais je lui ai expliqué mon problème. Je disais, je veux faire de la recherche. J'ai pas très envie de quitter cette fac-là parce que je suis hyper heureuse, mais en même temps, je ne sais pas vers qui me tourner. Et en fait, à la fin de mon master, elle m'a proposé de travailler pour elle en psychologue-chercheur indépendant. Ok. Donc j'ai été indépendant pendant 1 an sur les projets des jeunes aidants. Ils ont tout un projet où ils font de la recherche, ils ont plein de doctorants qui bossent sur la jeune aidance. Et j'ai fait plein de trucs différents pour elle. Et en fait, dans ce cadre-là, elle a fini par me dire « Hé, Céline Bonner, elle vient d'avoir son HDR. » Ah, pratique. Et elle a plein de projets, donc HDR, habilité à diriger des recherches. Elle peut encadrer des doctorants. Et du coup, je suis allée la voir et elle a dit oui. Et elle a dit oui. Et vous vous êtes dit oui. Voilà. Et c'est elle qui a tous ces projets incroyables sur l'addicto et qui m'a dit ah là, je travaille sur ce truc, qu'est-ce que tu veux? Et je sais pas, ce programme de prévention, il avait l'air tellement bien fait, et tellement intéressant que j'ai signé. Ok. Très, très belle histoire. très beau début de relation avec Céline. Il y a des rebondissements. D'abord la médecine, les aiguilles au secours. Vous me dites si je vais trop dans le détail. Non, t'inquiète. Au contraire. On adore le storytelling. Ah bah très bien. Ouais, petit fun fact, elle a oublié de me dire oui. C'est-à-dire qu'on est rentré en contact, elle me parle de ses projets et tout, et je dis bah ouais, ça m'intéresse. Et on parle comme ça pendant 3 semaines, et elle a jamais validé verbalement qu'elle voulait me prendre en thèse. Et j'étais... À un moment, je l'ai appelée, je dis Aurélie, Céline, vraiment là, j'ai besoin de savoir. Est-ce que je vais en thèse ou est-ce que je vais pas en thèse? Voilà. Et elle a rigolé, elle a dit je pensais l'avoir dit, quoi. J'ai fait d'accord, ok. Parce que toi, t'étais encore peut-être une étudiante stressée, et tu savais pas, t'as besoin d'une réponse, quoi, t'as besoin de savoir. Ouais. Ah bah ouais, puis c'était sorti du Covid, je pense que je fais partie des personnes qui étaient pas en forme, qui ont pas très bien vécu leur fin de master en Covid, et j'avais pas beaucoup de confiance en moi, et j'avais du mal à croire qu'elle puisse vraiment vouloir travailler avec moi, genre. Ouais, je vois. Bon, trop bien, on va pouvoir commencer à parler un peu du sujet. On peut commencer par le cannabis peut-être. Ouais. Quelle est la population concernée, le nombre Est-ce que tu t'intéresses aussi qu'à une population française du coup voilà. Le cannabis, donc je disais, c'est vraiment la première substance illicite consommée par les adolescents. Et la France, en fait, c'est un des pays européens qui a les plus hauts niveaux de consommation chez les adolescents. Ouais, vraiment. C'est une stat qui revient souvent. Ouais. Une initiation assez jeune aussi. Ouais. Et le truc, c'est que l'usage du cannabis sur un cerveau jeune, ça a plein d'impacts cognitifs sur le long terme. Et donc, c'est pas terrible. Et aussi, en fait, il y a un autre truc qui est en train de se passer, c'est aujourd'hui, ils sont beaucoup en train de normaliser le cannabis avec... les lois là, pour le dépénaliser dans pas mal de pays, puis on parle beaucoup du CBD, alors il y a pas mal de confusion et je crois qu'il y a une espèce de truc où les gens se disent non c'est pas si dangereux le cannabis, regarde on l'utilise pour la thérapie, pour avoir moins mal et des trucs de douleur et tout. Et du coup, on sent bien que chez pas mal de jeunes, il y a une espèce de forme de... le cannabis, c'est bio, c'est de l'herbe. C'est naturel, donc t'inquiète. Et y a pas, l'addiction au cannabis, c'est pas un truc auquel on pense. Alors, tout le monde visualise assez bien, surtout en France, l'addiction à l'alcool, par exemple. Oui. Et l'addiction au cannabis, c'est moins commun, quoi. Et, alors que ça existe, que ça a beaucoup d'impact. Et donc, ce programme de prévention, il a été monté. Et il a la particularité aussi de s'appuyer beaucoup sur le développement des compétences émotionnelles. Et ça, c'est essentiel. Genre, c'est presque, on parle plus d'émotions, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, on parle plus d'émotions que de cannabis dans le programme de prévention. Okay. C'est vraiment une partie prenante. C'est parce qu'aujourd'hui, les programmes de prévention, en fait, pendant longtemps, quand on faisait de la prévention, on disait c'est pas bien. C'est pas bien, bouh. Bouh, shame. Les paquets neutres de cigarettes, typiquement, genre. Voilà, non mais c'est ça, attention, les photos, là, attention, regarde ton poumon. Voilà. Et là, l'enfant à côté, il va mourir. Et puis, pour les jeunes, en plus, souvent, c'est des trucs genre, on va faire venir la police avec leur gros pistolet comme ça. C'est vrai. C'est vrai, moi je l'ai eu. C'est vrai, ça. Je l'ai eu aussi, La BAC, elle va venir te chercher chez toi, attention. Alors, ça peut marcher sur certains jeunes, mais dans la globalité, et surtout chez les jeunes à risque, ça parle pas du tout et ça n'a pas d'impact. Et donc, ces dernières années, là, en prévention, on a beaucoup mis en place des preuves qui vont viser le développement des compétences qu'on appelle psychosociales. C'est genre essentiel. Globalement, l'idée, c'est aider les jeunes à prendre soin d'eux, prendre des décisions plus éclairées, quoi, plus...
Je me perds, là, je suis en train de perdre ta question, mais j'ai du mal à te répondre Non, brièvement. mais ça reste intéressant là où tu vas, parce que tu développes juste, tu vas vers la vas-y, suite. vas-y. Ok, dans l'idée, en fait, pour expliquer, il faut juste que je dise 2 mots dessus, mais les compétences psychosociales, globalement, il y en a 3. C'est 3 domaines. Les compétences sociales, résister à la pression des pairs, communiquer correctement, pouvoir dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Les compétences cognitives, prendre des décisions, évaluer une situation. Et les compétences émotionnelles, réguler ses émotions, en avoir conscience, etc. Et toutes ces compétences, ça nous permet d'aller mieux dans notre vie, entre guillemets, si on sait communiquer sur ce qu'on ressent et prendre des décisions éclairées, c'est pas mal. Typiquement, résister à la pression des pairs, ça c'est hyper important dans l'initiation de l'usage des substances de façon générale en addicto. Par exemple, mais en fait, justement, donc à partir de ça, donc c'est ce qui est vachement valorisé. Il y a très peu de programmes en France qui vont valoriser les compétences psychosociales et cibler le cannabis. Enfin, il y en a pas en fait. Je sais pas pourquoi je dis très peu. Non, parce qu'il y en a qui. Il y a Cannabis à Bordeaux, je crois qu'ils font un peu des petits trucs comme ça, mais je suis pas sûre que ce soit formalisé. C'est ça. Et il y a aussi Unplugged, mais pour le coup, eux, ils visent un public plus jeune. J'ai toujours pas dit mon public, mais. T'inquiète. Ils visent un public plus jeune et ils visent aussi beaucoup de substances, donc c'est un programme très long et très dense et très compliqué à mettre en place, donc c'est vrai que... Et c'est quand même très bien Unplugged, je ne fais pas du tout. Mais en fait, les personnes qui ont fait ce programme, ils se sont dit, il faut qu'on fasse un programme le plus efficace possible, forcément, qui soit pas trop long pour que les établissements scolaires soient OK pour le mettre en place, et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Est-ce qu'ils ont besoin d'être formés 12 heures en formation chacun avant ? Est-ce que ça va prendre des heures et des heures Exactement. Et du coup, ils n'ont pas le temps C'est ça. Donc, plein de trucs à prendre en compte. Donc, au final, ils se sont dit, on va faire une compétence psychosociale, les émotions, parce que la plus pertinente par rapport à l'usage du cannabis. Quel usage ? Le cannabis, parce que c'était leur sujet de... Voilà. Et donc, pour finir de répondre à la question, ça s'adresse à des adolescents, entre guillemets, à un âge d'être en contact avec le produit, mais pas forcément quand l'âge où l'usage est censé être ultra installé. Donc c'est genre vers... on vise entre la 4e et la... Alors, c'est ouvert de la 4e à la terminale, mais en vrai, c'est plutôt les 3e secondes qu'ils le font, voire première. Oui, justement, le but, c'est d'arriver avant ou au moment du premier contact et pas une fois qu'il est déjà établi ou... Qu'il soit déjà établi, c'est pas grave, mais pas qu'il soit... Enfin, voilà, qu'ils aient déjà consommé quelques fois. Mais l'idée, c'est d'empêcher que ça se chronicise. Ouais, bien sûr. Donc, c'est vraiment cet enjeu-là. Et encore une fois, on sait que souvent, au début, c'est plutôt des consommations festives avec des pairs, voilà. Donc dans ce cadre, entre guillemets, il y en a plein qui ont fait ça et qui sont pas devenus addicts au cannabis. Puis c'est le moment transgressif aussi. Où t'as trop envie de faire tout ce que t'as pas le droit de faire. Exactement. Et en fait, c'est vrai que là où il y a un moment de bascule dans les comportements à risque et problématiques, etc., c'est quand l'usage devient plus solitaire, quand c'est pour éviter de penser à ses problèmes, et voilà. Et d'où le lien avec les émotions. Et typiquement, à l'adolescence, c'est là où tu vas avoir le harcèlement à l'école, la stigmatisation parce que t'es différent, totalement. Ou si t'es pas intégré dans un cercle social important, tu vas être shame et machin, et donc du coup l'isolement est assez facile. C'est ça. Donc le cannabis devient la solution magique pour résoudre les problèmes quand tu sais pas gérer tes émotions en fait, et quand tu sais pas gérer l'exclusion sociale. Et en plus, c'est un âge hyper charnière, genre c'est un âge où le cerveau il est en train de maturer, il y a des compétences qui sont pas pleinement acquises cognitivement, genre l'impulsivité qui est encore très on fire. Quand t'es ado, t'es un débile. C'est ça. Et désolé les adolescents, vous êtes débiles. Ça ira mieux plus tard. Ces émotions, c'est beaucoup plus dur à cet âge-là, et en même temps, c'est l'âge où on va prendre des habitudes en fait, et continuer de maturer. Donc c'est vrai que si derrière t'apprends tout de suite à te dire j'ai une émotion qui me déplaît, j'ai quelque chose qui me met mal, je vais consommer, ça va me faire oublier, on annihile un peu les autres méthodes quoi. Et alors, déjà sur les adolescents, je suis pas sûr que ça aille mieux plus tard. Moi je connais vachement d'adultes qui sont catastrophiques. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas eu d'apprentissage de compétences psychosociales. Je m'inclus dedans, je shame pas les gens. Et c'est un lien établi du coup que la consommation elle serait majoritairement à but de suppression des émotions. Ça, c'est quelque chose qu'on a les proportions de c'est plutôt d'abord pour ça et un peu le reste ou... C'est pas exactement comme ça, je pense qu'il faut envisager les choses. De toute façon, l'entrée dans l'usage, c'est quelque chose de multifactoriel en général. Il y a un peu de génétique, on est plus ou moins sensible au pouvoir addictogène de la substance. Il y a un peu de contexte environnemental. Est-ce que mes parents consommaient, comment ils voient, comment ils perçoivent la substance. Est-ce que dans la famille, c'est OK, c'est quelque chose de très mal vu, etc.
Donc en vrai, il y a plein de facteurs, mais pour te répondre, je peux pas te donner une proportion. C'est pas vraiment comme ça que ça a été mesuré, ou alors j'ai pas vu l'article passer. Ça me dit rien non plus. Mais dans les faits, pardon, je suis en train de perdre le fil de ce que je disais. Dans les faits, c'est assez largement établi qu'il y a un gros lien entre difficulté de gestion des émotions et usage de cannabis. C'est assez connu dans la littérature. Et en plus, il y a une espèce de truc à base de... l'usage du cannabis peut prendre place de gestion émotionnelle, d'où donc arriver dans comme une mauvaise régulation. Mais ça peut être aussi que je consomme, enfin la boucle qui renforce. Ah, excusez-moi. la boucle qui dit ça, voilà, que c'est... En plus, je consomme du cannabis, donc j'ai moins de moyens et moins de... De réguler mes émotions. Et donc, du coup, j'en consomme plus. Je me sens encore plus mal, donc j'en consomme plus. C'est un peu comme la cigarette avec l'anxiété. Tout le monde croit que c'est anxiolytique et que ça va réduire ton stress, sauf qu'en fait, c'est anxiogène. Du coup, t'es stressé, tu fumes une cigarette, ça va augmenter ton niveau de stress, donc tu vas être plus stressé, tu vas le percevoir. Tu vas avoir... faut que j'en fume une autre. Tu vas fumer une autre cigarette, et voilà, c'est le cercle vicieux. Parce qu'en fait, tu règles pas tes problèmes quand tu fumes. Tu fais que l'éviter, donc le problème, il existe toujours. Et du coup, tu te mets dans des conditions. Puis ça a plein d'autres conséquences, le cannabis, genre le sommeil, soi-disant. Enfin, on a tendance à penser que ça aide au sommeil. Et c'est vrai que d'une certaine manière, ça favorise l'endormissement. Mais en réalité, dès qu'on arrive à des niveaux d'usage un peu importants, la part de sommeil utile, je sais plus comment on l'appelle, sommeil paradoxal, je crois, le sommeil ou profond, enfin le sommeil réparateur, il est drastiquement diminué. Donc super. C'est pas parce que tu t'endors que tu dors bien. Ouais, c'est ça, que tu as un sommeil réparateur, quoi. Donc les jeunes, ils sont plus fatigués, ils règlent pas le problème. Enfin, en fait, c'est plein de trucs qui font que ils favorisent pas un cadre où ils vont être bien. Ouais, je comprends. Et par rapport à ton titre de thèse, vous parlez de prévention indirecte. Et je vois pas quel est le... tu fais une tête. Merde. Au secours. C'est parce qu'il a changé le titre. Ouais, il a changé. Alors, est-ce qu'il y a encore du sens de parler de prévention indirecte et qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est à l'époque, quand on a pensé le titre, on s'était dit, la prévention directe du cannabis, ça serait vraiment de dire on va prévenir l'usage du cannabis. Ouais, n'en consommez pas, c'est mauvais. Ouais, c'est de parler que du cannabis. Alors que là, il y a vraiment une idée le fait de renforcer les compétences émotionnelles. Ça va permettre aux jeunes d'avoir des outils, entre guillemets, de s'armer pour... et dans un second temps, on veut prévenir le cannabis, mais c'est un peu comme si on voulait viser deux choses différentes auprès des jeunes. Sachant que les difficultés émotionnelles, c'est un point commun à quasiment toutes les pathologies... Enfin, peut-être pas, mais une grosse partie des pathopsies. Des pathopsies qui se développent à l'adolescence. Donc il y avait ce côté de... mais si on aide les jeunes à mieux gérer leurs émotions, à mieux les comprendre et les identifier... déjà, on va les aider à moins développer de problèmes psy. Et en plus, dans un second temps, on peut, si ça marche bien, ce stade-là, on peut les aider à améliorer, à pas développer de troubles addictifs du cannabis. Mais c'est vrai qu'on a changé le titre. parce que c'est un peu délicat de formuler les choses comme ça, parce que ça reste quand même l'objet principal du programme, c'est quand même le cannabis. Ouais, c'est en termes de... Quand ils veulent le disséminer, le proposer, c'est pour le cannabis. Et surtout que ça parle mieux en plus aux établissements. C'est délicat. Si tu leur dis c'est pour prévenir l'apparition d'une dépression à 30 ans, ils sont là, oui, d'accord. Alors en fait, ils ont 12 ans. C'est peut-être pas une thématique importante pour nous, quoi. Je pense qu'ils sont... En vrai, l'éducation nationale, ils sont vraiment de plus en plus sensibles à ça, mais ça dépend aussi peut-être de à quel point ils sont au courant. Mais oui, il y a des profs ou des personnes que ça leur parle moins. Mais dans les faits, finalement, les deux, on vise les deux. Et c'est pour ça qu'on a enlevé ce titre-là. Ok, bon, c'est intéressant d'avoir le cheminement, du coup. Trop bien. C'est vrai que, en fait, ce que tu pointes là, je vais peut-être... Vas-y. Mais c'est intéressant parce qu'en vrai, quand j'ai rejoint le projet, en fait, le programme de prévention, à la base, il a été créé pour les jeunes rattachés à la PJ. Donc, c'était des jeunes en foyer, donc la police judiciaire de la jeunesse. Ouais. Les jeunes rattachés en foyer... rattaché à PJ, en foyer, qui pour les aider à... Je sais plus, donc oublions cette phrase, mais dans les faits, en fait, il était vraiment très circonscrit à ce cadre-là. Donc, des jeunes en difficulté pour les aider à aller mieux. Et après, quand j'ai rejoint le projet, ils n'avaient pas commencé à le déployer, en fait.
Ok. Ils étaient en train de préparer pour le déploiement en école générale et professionnelle. Ils ont poursuivi en foyer et ils l'ont aussi élargi aux cliniques, aux jeunes en soins, cliniques soins-études et les jeunes en hospitalisation de jour et tout ça. Ok. Donc c'est vrai que finalement, j'ai l'impression un petit peu que mon approche du programme et ma compréhension du programme, elle a aussi suivi l'évolution de la vision de l'équipe en fait. Ouais, je vois. Je sais pas si c'est... Ouais, tout à fait. Ok. Question sur les compétences émotionnelles. Qu'est-ce que dans le programme vous mettez en place pour essayer d'augmenter ces compétences émotionnelles, pour aider les jeunes à repérer leurs émotions, réguler leurs émotions quand ils en ont? Plusieurs choses. En fait, le programme, il est en 3 sessions de 2 heures chacune. Ok. La première session, elle est sur les émotions en général. On va dire que c'est un peu un réalignement. Alors, il y a des élèves qui trouvent ça un peu nul parce que c'est là, genre, c'est quoi une émotion? C'est la colère. on démarre de bas. Mais parce qu'il faut réaligner, parce qu'il y a vraiment des Il y en jeunes... a qui n'ont pas les connaissances. Très franchement, dans mon questionnaire, je m'avance un peu peut-être, mais il y a vraiment une question, c'est si 3 émotions, c'est la première question. Et quand Céline m'avait dit de mettre cette question, j'étais là genre, mais Céline, c'est grave. Enfin, quand même, là, tu vois les prends un peu pour des idiots. Elle dit non. non. mais cette question, tu vas voir, effectivement. Terrible. En vrai, voilà, ça coule pas de source pour tout le monde. Donc, on reprend du début. Et en fait, la première séance, elle est très... mettre à niveau en termes de connaissances sur les émotions. Ouais, okay. Et donc, quelles sont les principales émotions, en quoi elles sont toutes utiles. En vrai, il y a déjà des choses assez intéressantes, genre la colère, en quoi c'est utile. Enfin, c'est pas évident pour tout le monde. Donc voilà, pas mal de... On balaye un peu toutes les notions qui vont permettre pareil... Enfin, là, on va dire, ça c'est ce qu'on leur dit aux jeunes. Et derrière, l'objectif, c'est de développer leur vocabulaire émotionnel, leur représentation des émotions, à quoi ça sert, etc. Et donc de développer leur conscience, parce que aussi, on parle de... Ça fait quoi une émotion? Ça fait quoi la colère dans ton corps? Genre, qu'est-ce qui se passe quand t'es en colère? D'un point de vue incarné, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que... C'est ce qu'on appelle la conscience interoceptive. Allez. Et ouais, voilà, il y a ce côté-là. Et du coup, tout ça, ça permet de développer un peu les compétences, la confiance émotionnelle. Donc, comme je disais, de pouvoir identifier ses émotions et les verbaliser. Donc, toutes ces compétences qui sont un peu générales, mais qui sont le socle de pouvoir ensuite les réguler. La séance 2, c'est sur le cannabis, c'est pas votre question. Et le lien de cannabis et émotion aussi. Et la séance 3, là, on va leur parler de techniques de régulation. En s'appuyant sur la littérature, enfin tout s'appuie sur la littérature de toute façon, et notamment là pour la régulation, pour ceux que ça intéresse, c'est de la technique, tout ce qui est le cadre de Gross. Et donc on va leur faire des jeux de rôle, donc c'est en mode voilà, il y a cette situation, qu'est-ce que ça vous ferait ressentir, vas-y joue la scène, alors qu'est-ce qu'il a ressenti là, mais comment il l'a géré, qu'est-ce que vous en pensez, comment on aurait pu faire mieux, etc. Donc trop bien d'intégrer des jeux de rôle et de les impliquer dans le truc et pas faire des petits exercices papier. C'est... Dans les recommandations, il y a ça aussi. Il y a dire, faut les intéresser, les jeunes. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a le manga, d'ailleurs, qui sert de fil conducteur, en fait. Oui, parce que du coup, il y a le manga dans ton titre et tu nous parles de 3 sessions et tu n'as pas parlé de manga. Tout à fait. Que fait ce manga? Alors, il est où? Alors, on leur jette à la figure pour les énerver. C'est la mise en situation. Maintenant, tu ressens quoi? De la colère. Voilà, exactement. Ah, j'adore l'utilisation, en tout cas. Très bonne idée. Alors là, c'est pour caler un coin de table. T'étais frustrée parce que ta table est penchée, mais voilà. Plein d'utilisations. Non, en fait, le manga, en vrai, je trouve ça, c'est un des trucs que j'ai trouvé vraiment cool quand j'ai découvert le projet. C'est un manga qui a été écrit et dessiné pour ce programme de prévention, donc et qui est pas si moche. Enfin, moi qui ai été une grande lectrice de manga quand j'étais ado, quand on m'a dit on a fait un manga pour un programme de prévention, je me suis dit waouh, ça va être trop laid. Waouh, les dessinateurs du futur qui y dedans. Et non, pas du tout. Genre, il est très correct, franchement. C'est pas Naruto, mais il est vraiment très correct et très chouette. Et donc ce manga, en gros, ils l'ont fait en animé stop motion. Genre, c'est un animé comme on peut, quoi. Et ils l'ont découpé en 3 chapitres. Et au début de chaque séance, on voit un chapitre diffusé. Je crois que ça dure entre 5 et 10 minutes. Et donc voilà, ils plantent l'histoire. Et ça sert de support donc, pour les émotions. Donc les personnages vivent des trucs. À un moment, il y a le cannabis qui arrive, etc. Et donc, en fait, ça permet de parler d'émotions et de cannabis, mais de pouvoir parler des personnages.
et de pas forcément devoir... Enfin, en vrai, on leur demande pas de parler de soi, mais ça pourrait être quelque chose qui les inquiète et qui les mette mal à l'aise. Et du coup, là, on leur dit, on leur propose de parler de qu'est-ce que vivent les personnages, qu'est-ce qu'on aurait pu faire à leur place, etc. Et ça permet de mettre une vraie distance et en même temps de se projeter et de se mettre à la place du personnage et de réfléchir sur ça. Donc c'est plutôt chouette. Et le manga, en vrai, on le donne après à l'établissement scolaire ou l'institution. Ils l'ont dans leur CDI et les jeunes peuvent aller le lire. Ok. Voilà. Alors j'ai plusieurs questions là-dessus. Déjà, pourquoi vous dites un manga ? C'est parce que, quel code vous avez repris ? C'est-à-dire que c'est parce qu'il est écrit à l'envers que c'est un manga, ou c'est parce qu'il est en noir et blanc ? C'est tout en même temps ? Parce que du coup, c'est plutôt de la littérature japonaise, donc c'est pas un japonais qui l'a fait en l'occurrence, j'imagine. Je me demande si c'est pas un japonais qui l'a fait, mais là je voudrais pas dire de bêtises, donc je vous propose de... Enfin, je sais plus, voilà, pour l'auteur, mais j'aurais dû le ramener, tiens, j'aurais pu vous le montrer. C'est vraiment manga. C'est-à-dire que c'est un manga écrit en noir et blanc, à l'envers, c'est un manga. Avec Dr Olivier Fan dedans, le psychiatre, dans les auteurs, avec le mangaka. Non, ça a été fait par un mangaka. Et je sais plus la suite de ta question. C'était quel code était repris, donc tu as un peu répondu. Et ça se passe au Japon médiéval. Ok. Pour bien entériner le... Et en fait, c'est un sujet intéressant parce qu'en gros, c'est genre une histoire... il y a... deux clans qui vont s'affronter, l'honneur, le code de l'honneur du samouraï, etc. Et en fait, c'est un peu un sujet annexe. Enfin, je veux dire, on parle surtout des émotions et du cannabis dans le programme, mais en vrai, il y a toute une partie sur l'adolescence et voilà, toutes ces notions-là. Comment tu deviens un homme et comment tu... Ouais, alors, ça va. Mais ouais, il y a quelque chose de... Enfin, j'ai pas tout en tête bien, là. Faudrait que je le relise, parce que ça fait un moment que je l'ai pas lu, mais voilà, il y a tout un processus à ce niveau-là. Et en vrai, ça parle beaucoup aux jeunes, des fois. Enfin, c'est des sujets qui parlent par ailleurs aux jeunes, en dehors de tout le contexte cannabis et émotion. Et ça a été le manga, il a été choisi spécifiquement parce qu'on sait que c'est quelque chose qui parle aux jeunes actuellement. Mais surtout en France, je crois qu'on est le 10e pays. Chiffre un peu vieux, mais j'ai pas trouvé de chiffre récent, mais on est le 2e pays plus gros consommateur après le Japon, surtout chez les adolescents. Et intéressant, garçons comme filles. Ouais, ok. On n'a pas trop de distinction à ce niveau-là. Ouais, mais de ce que j'ai vu il y a très longtemps, donc pareil, chiffre doigt mouillé. C'était parce que à la télé à l'époque en France, on avait diffusé plein de mangas par rapport aux autres pays, qui n'était pas du tout le cas pour les autres pays européens, et du coup on a été biberonnés au manga, et ce qui fait que maintenant nos générations adorent les mangas plus que les autres pays. Tout à fait, avec les fameux mangas très mal traduits. Ouais. Les PF de l'époque. Voilà. Oui, Arcane le survivant. Exactement. Classique de mon enfance. Et ce qui nous manque un peu avec ce manga, est-ce que le cannabis, il est relié directement à la trame, ou c'est quelque chose que vous avez ajouté par-dessus du coup Il est relié dans la trame. Okay. Il y a toute une histoire. Donc le cannabis, ils l'ont appelé donc kusa. En fait, ça veut dire herbe en japonais. Okay. Donc kusa, c'est une espèce de gros nuage qui apparaît à un moment, parce que l'enseignant d'arts martiaux... en avait stocké quelque part, parce que quand il est jeune, il en a consommé, et ses amis sont morts, ils n'ont pas été réveillés pendant la guerre, enfin, tout un truc. Et donc il y a vraiment une question de, à un moment, il est confronté au choix d'en prendre ou pas. Donc il y a vraiment, c'est très clairement. Cet aspect est assez clairement explicité. Et je ne spoilerai pas la fin. Ouais, non. T'as raison, on garde la suspense, parce que là, quand j'entends ça, j'ai du mal. En fait, ça me paraît hyper difficile comme exercice de créer un manga autour de la prévention sans que ça devienne, lame, tu vois. Un outil pédagogique plus que... Bah, c'est ça, parce que j'ai vu beaucoup de dessins animés quand j'étais petit, il y avait toujours le petit épisode anti-drogue. C'est vrai, c'est vrai qu'il y avait ça. Et celui qui est drogué, il prend de la drogue et il devient instantanément fou, malade, il casse tout. Et en même temps, un peu mignon, tu vois, parce que ça peut pas être violent, donc ça doit être hyper difficile. Et en même temps, ça fait partie du fun. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit le passé du prof où il consomme du cannabis, et il montre aussi, et ça fait partie du truc, donc la séance sur le cannabis, on parle des effets recherchés. On parle aussi de pourquoi les gens consomment. Et après, on parle de pourquoi c'est pas ouf pour la santé. Mais dans les faits... on parle de ça, et c'est vrai que dans le manga c'est mis en avant, et à un moment le prof il est en mode j'ai fumé, et du coup il est tout shooté, et c'est super rigolo, et ça fait marrer les jeunes. Mais c'est cool, enfin
parce que c'est marrant et que c'est difficile de mettre ça en scène de façon, je sais pas comment dire, transcendantale, quoi. Et dans le process de création de l'histoire, c'est tes encadrants qui ont été en collaboration avec le mangaka, ou c'est lui qui a créé sa propre histoire, ou comment Alors là, je pense que tu me poses des questions un peu trop techniques, dans le sens où il a été créé il y a une dizaine d'années. Il a été utilisé longtemps pour la PJ, puis j'ai débarqué pour mes tests, quoi, mais dans les faits, il était créé depuis longtemps, et j'avoue que j'avais pas posé cette question. Mais ce que j'en sais, c'est que c'était le projet, c'était de créer un manga pour appuyer le programme de prévention. Donc je pense qu'il est rentré en contact avec le mangaka, avec ce projet, et qu'ils ont dû co-construire, un truc comme ça. Il a dû recevoir un cahier des charges ou quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Et d'un point de vue de l'histoire dans le manga, est-ce qu'il y a des apartés pour appuyer des propos de prévention, ou est-ce que c'est disséminé dans l'histoire pour servir le propos de l'histoire et pas l'inverse, quoi? Ouais, non, c'est vraiment, entre guillemets, c'est un manga que tu pourrais... Bon, encore une fois, c'est pas un grand manga, mais c'est un manga que tu pourrais lire sans te dire forcément c'est un outil de prévention. Okay. Juste, c'est une histoire écrite, et c'est vraiment l'utilisation qu'on en fait après, qu'on va décortiquer des scènes, etc., qui va servir d'outil pédagogique. Et est-ce qu'il est libre ailleurs Est-ce qu'il a été mis en vente? Je crois que bien, la dernière fois que j'avais regardé, il est achetable, mais en fait il est achetable vraiment dans le concept du programme de prévention, mais en tout cas il est achetable quand même en ligne, donc il est, voilà. Je pense que par exemple un établissement qui aurait pas mal d'emprunts et qui en voudrait un nouveau pourrait passer commande ou des choses comme ça. Et je suis pas sûre des parents inquiets pourraient se dire... il faut qu'il y ait le programme autour, non? Ouais, en fait, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas si ça... À mon avis, bon, tu comprends quand même le message que le cannabis, c'est pas bien en le lisant, mais dans les faits, je pense que ça perd de son intérêt si t'as pas le programme autour, parce que c'est quand même... Il y a vraiment un travail de mise en perspective qui est intéressant, quoi, qui est nécessaire, je pense. Mais ce qui est bien, par contre, c'est que les élèves qui assistent au programme, après, j'ai eu plusieurs retours de jeunes qui m'ont dit je suis allée voir au CDI, j'ai vu qu'il était là, du coup j'avais envie de le lire, et puis du coup c'est un genre de rappel, ça fait perdurer l'effet du programme dans le temps, c'est assez intéressant. Ouais, bien sûr. J'ai ma question boomer réac. Vas-y, j'adore. Mais confronter des enfants à une drogue qu'ils n'avaient peut-être pas connaissance à ce moment-là, est-ce que ça ne peut pas encourager l'usage et les mettre face à des problématiques qui ne s'étaient pas posées et avoir l'effet inverse finalement? C'est une très bonne question. Jusque-là, dans les premiers résultats que j'ai faits, que j'ai mesurés, etc., on n'a pas du tout de cet effet-là, de contre-coup, une augmentation d'usage après avoir assisté au programme. Donc déjà, on est content, même si dans les faits, non. Enfin, l'idée, c'est ils vont avoir connaissance du cannabis. Ils vont en entendre parler d'une manière ou d'une autre. Et l'objectif, c'est de pouvoir leur donner les infos pour que le jour où ils tombent dessus, juste, ils se disent pas « Oh, ça a l'air tranquille, c'est rien », ils sont contents. Et qu'ils puissent juste avoir les informations nécessaires pour pouvoir... pas faire n'importe quoi, complètement. C'est un peu comme si tu te posais la question pour le porno. Quand j'étais en 6e, j'avais jamais vu de porno de ma vie. Par contre, je savais que ça existait, le porno, tu vois. Et même si t'as pas dans ton cercle proche des gens qui en parlent, tu sais que ça existe. Tu peux pas passer à côté de l'information. Mais c'est comme la sexualité, en fait. Mais oui. Genre, c'est comme... moi, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui veulent pas parler de sexualité. Comme on n'en parle pas, ils n'en feront pas. Bien sûr. Sauf que, bien sûr. Du coup, ils en font de façon non safe. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Après, les jeunes, ils en font, mais ils se protègent pas ou pas bien. Ils sont mal... Voilà, c'est dommage. Donc, ils sont mal orientés sur qu'est-ce qui serait mieux de faire, en fait. Exactement. Donc, je pense que c'est à peu près le même concept. Oui, c'est sûr. Sachant que c'était un débat dans le gouvernement très récemment. Et c'est pour ça que j'ai appelé ma question comme ça, boomer et prêt pour donner un avis indirect, disons, parce que je ne dirais pas ce que c'est l'avis du gouvernement. Des réacts de la branche plutôt à droite du gouvernement. Plutôt très à droite. Plutôt très à droite. Concernant la partie, du coup, tu as un peu développé le programme des sessions 1 et 3. Ouais. Dans la session cannabis, vous leur dites quoi? Concrètement, alors... Petite précision, je ne fais pas passer le programme. Quand tu dis vous, c'est pas moi. Vous, les cliniciens qui font... les intervenants qui viennent pour faire ça en salle. Concrètement, ils vont leur parler du cannabis. Alors, ils vont leur dire, ça fait quoi comme... Donc, comme je dis... En fait, j'en ai déjà un peu parlé. C'est concrètement, qu'est-ce que c'est ?
Et puis en plus, ils vont profiter pour éclaircir le fameux CBD. Voilà. Un peu de biologie du coup sur la différence CBD-THC. C'est ça. Sous quelle forme aussi ça peut être proposé, les space cakes, la différence résine-herbe, etc. Donc il y a un peu de éducation à sous quelle forme vous pouvez rencontrer le cannabis dans votre vie et quels sont les effets que ça peut procurer. Et après, il y a aussi les risques. Qu'est-ce que c'est les risques du cannabis et normalement, on essaye d'être assez exhaustif, donc il y a vraiment tout le côté neuro, l'impact sur le QI à long terme, le sommeil, les deux. Ah, aussi, je pense, c'est très... contextualisé aussi par rapport à leurs études. On sait que les jeunes qui consomment régulièrement du cannabis auront moins de chances d'accomplir les études qu'ils veulent, d'aller au bout de... Comment ? Non, je dis parce que j'apprenais ça au passage. Si. En vrai, il y a plein... là, je suis en plein dans ma littérature et je découvre des effets que j'avais même pas en tête, et même d'effets... de santé pure sur le système cardiovasculaire, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais l'idée, c'est vraiment de les faire participer et de pas être en mode, encore une fois, rébarbatif, et de dire, d'en discuter, en fait, d'ouvrir la discussion. Pas faire un cours magistral de 3 heures. Et à la fin, leur expliquer un peu c'est quoi le cycle d'entrée dans l'addiction. Et là, il y a un vrai lien avec les émotions. Ils refont le lien de... Comment est-ce qu'on en arrive de temps en temps avec mes copains à tous les soirs pour m'endormir et puis le matin avant d'aller en cours, quoi. Voilà. Donc, globalement, c'est ça. Ok. Alors, du coup, tu dis que tu fais pas passer les entretiens. Ton rôle dans tout ça, c'est quoi ? C'est récupérer les données et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Je ne fais pas passer le programme de prévention. Le programme, pardon. En fait, ma thèse, globalement, c'est un protocole mixte. Un peu longitudinal, mais très bref, donc je sais pas. On m'a dit il y a quelques jours que c'était délicat de l'appeler ça du longitudinal. Mais pourquoi c'est sur combien de mois ? 3. En fait, il y a 2 temps d'évaluation. Ouais, c'est du longitudinal. Pour moi, c'est du longitudinal. Désolée. Mais... Alors oui, pour certains, c'est des années longitudinales. Très bien, c'est les cohortes. Mais pour moi, c'est une étude des longitudinales. Mais peu importe, c'est pas très... C'est intéressant. Moi, j'ai envie de continuer la discussion par ailleurs. Je trouve ça génial. Mais dans l'idée, en gros, j'ai une partie quantitative et une partie qualitative. Donc, je vais essayer d'être très claire. Le protocole n'est pas compliqué, mais il faut suivre. Je demande de la concentration pour 1 minute. Allez, on s'accroche. Alors, admettons, dans un établissement scolaire, j'ai 2 classes qui vont faire le programme de prévention et l'étude. Donc, mes 2 classes, je vais les rencontrer une première fois pour leur parler du programme, consentement, tout ça, on s'en fout. Je vais les rencontrer et pour leur proposer de participer. Je suis désolée, je propose de refaire cette phrase parce que là je me perds complètement. Là je me suis mis la pression, il fallait être clair et du coup je dis n'importe quoi. Relâche la concentration et on y revient. Pas de stress. C'est fou, moi j'étais hyper détendue et là c'est monté d'un coup. Non mais ça a fait des bouffées. Moi c'est quand je devais dire les trucs, quand j'ai dû dire DSM et SIM. Mon cerveau il a bugué et du coup je les ai pas sortis. Je comprends tellement. Donc voilà, donc je disais, admettons j'ai 2 classes qui vont assister au programme et faire l'étude. Donc, je vais les voir une première fois pour faire passer un premier questionnaire. Ce questionnaire, globalement, c'est pour évaluer leur usage du cannabis et leur représentation du cannabis et leur compétence émotionnelle. Vraiment, on fait un... Il est très gros, c'est un état de base, en gros, de comment ils sont. Ouais, voilà, c'est vraiment... Et puis, c'est vraiment, on fait c'est quoi des émotions, leur conscience émotionnelle, et on va faire un peu toutes les compétences émotionnelles jusqu'à la compétence au-dessus, qui est donc la régulation, quoi. Donc, voilà, questionnaire qui prend 1 heure de cours. Oh, waouh. Ouais, enfin, 1 heure avec le temps consentement. Ouais, voilà. Okay. Ouais. Mais enfin, c'est long, quand même. Ouais, c'est long. Heureusement qu'ils sont assis en classe et qu'ils n'ont pas le choix. En fait, dis-toi, en vrai, concentrés, ils mettent 20 minutes. Mais comme c'est des élèves en classe, ça prend 2 heures. Ça prend entre 35 minutes et 45 minutes. Quoi. C'est vraiment... ça dépend. Il y a toujours un un champion ou 2 qui finissent très tôt, et puis il y en a qui finissent pas. Machin, et blabla, et bidule. Voilà, c'est très, très varié. Mais voilà, donc questionnaire. Ensuite, je sépare mes 2 classes en 2 groupes. Le groupe COUSA, qui assiste au programme de prévention, et le groupe témoin. Ok. Sachant qu'on est éthique et qu'à la fin, tout le monde aura fait le programme de prévention. Oui. Mais dans les faits, voilà. 2-3 mois plus tard, avant c'était 3 mois, mais dans les faits, c'est comme on peut, donc c'est plutôt 2 mois. Ouais. C'est quand les personnes sont dispo. Ouais, c'est une guerre absolue, la mise en place. Et ils refont le questionnaire.
Donc tout le monde fait le questionnaire et le groupe témoin fait le programme de prévention. Et par ailleurs, alors au début, je voulais proposer ça au même endroit, faire les entretiens de groupe avec les jeunes. Et les entretiens de groupe, ça s'appelle des focus group. Et l'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'ils en ont pensé, en fait. En termes d'expérientiel, est-ce que ça leur a plu ? Est-ce qu'il y a des choses... Qu'est-ce qu'ils ont retenu du programme, etc. Mais au final, c'est trop lourd. Donc, globalement, j'ai des endroits où on a fait le quantitatif et des endroits où j'ai fait les entretiens. Ok. Voilà, j'ai pas réussi à négocier mieux que ça. Sachant que j'ai aussi eu comme tâche vraiment j'ai beaucoup été sur le front de la négociation des établissements scolaires et tout, donc ouais, c'est de la logistique, quoi. Pour leur dire oui, il est super ce programme, je viens faire une étude pour tester l'efficacité du programme, du coup il faudrait que je vienne plusieurs fois interviewer vos petits études. Le programme dure 6 heures et moi je vous propose de rajouter 2 heures, voire 4 heures si vous voulez faire l'entretien avec moi. Non, vous êtes chaud ? Non. C'est vraiment compliqué. Bye. Mais en vrai, après le programme actuellement, il est proposé gratuitement, aussi parce qu'il y a l'étude, donc il y a une espèce de jeu j'ai l'impression d'être devenu commercial. Tu viens de négocier. Ouais. Bonjour, je vous propose un programme gratuit de prévention d'utilisation du cannabis chez vos jeunes, mais en contrepartie, je viens 8 heures chez vous. Ça va ? Voilà, c'est un peu ça. Donc ouais, c'est le... Et est-ce qu'on peut envisager d'avoir un suivi plus tard dans la vie de ces adolescents ? Parce que là, comme ça, intuitivement, je me dis qu'à 6 mois, c'est pas évident de voir un effet, ou alors l'effet... À 2 mois, pardon, ouais. C'est pas évident et ça peut, je sais pas, fausser les résultats ou... Je suis tellement d'accord. En fait, là, concrètement, on a fini... Ah oui, je t'ai peut-être pas dit, on le fait en France métropolitaine et on l'a fait en Polynésie française. Ok. Voilà, au bout de 40 minutes de Non, mais la population. Non, c'est ça, voilà. La population, exactement. Et ils ont 15 ans. Ok, on l'a. Non, mais parce que, en gros, là-bas, en fait, les niveaux d'usage sont encore plus fous parce que concrètement, ils ont les bonnes conditions climatiques pour le faire pousser. Et, alors que nous, à part le sud de la France, vraiment, il faudrait que tu aies une serre et des lampes et des machins. Ouais. Et là-bas, genre, on sait vraiment pas les mêmes discussions avec les jeunes là-bas. Là-bas, quand on parle d'usage, ils vont me dire c'est pour perdre du poids et tout, enfin, des trucs qu'on n'a pas idée ici, quoi. Ouais, vraiment, c'est un autre niveau. Bon, des connaissances sur la santé. Par un truchement que je vous passerai. Ils avaient besoin d'un programme de prévention pour l'usage du cannabis. Ça s'est proposé que ce soit le programme Koussa. Et quand ils ont eu l'opportunité de le faire là-bas, ils m'ont dit hey, tu veux faire l'étude là-bas ? Je dis d'accord. Je peux y aller ? Non. J'ai tout fait à distance. L'opportunisme, dommage. Je peux aller faire un peu là-bas ? Non, d'accord. Mais du coup, dommage pour les vacances. C'est ça. Du coup, je peux vous parler de résultats. Bon, c'est pas les résultats en France métropolitaine parce qu'on n'a pas terminé le recrutement, mais je peux vous dire que là-bas, effectivement, c'est trop court pour voir un changement de comportement. Donc, en termes d'usage, on n'a pas vraiment de changement. Par contre, on a d'autres résultats hyper intéressants sur notamment beaucoup les compétences émotionnelles. Et aussi, on a un résultat qui n'était pas attendu, mais qui donne vraiment cette sensation d'une intentionnalité peut-être de moins consommer, genre qui se traduit pas dans la fréquence, mais en gros, je voulais voir un peu à quel moment dans la journée ils consomment du cannabis quand ils consomment. Donc, est-ce que c'est le matin avant de manger, lever, avant d'aller en cours et voilà. après... Parce que ça témoigne, encore une fois, d'un usage plus ou moins problématique. Ouais. Bien sûr. Et à cette question... Et en fait, j'avais mis l'option « jamais » en me disant ceux qui n'ont jamais consommé de cannabis, ils pourront mettre « jamais ». Et en fait, trop bizarre, mais les usagers, avant et après, dans le groupe Koussa, ils ont été beaucoup plus nombreux à dire « jamais » à cette question, alors qu'ils déclarent la même fréquence d'usage. Donc quand ils pensent à leur journée, en général, ils se sont dit « en général, je fume pas de cannabis dans ma journée ». Plus souvent après qu'avant, ce qui est pas attendu concrètement. Ouais. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est joué dans leur représentation de leur usage, qui s'est pas forcément traduit encore, en tout cas qui semble pas s'être traduit, ils l'ont pas déclaré comme ça dans un changement de fréquence, mais ça c'est en train de bouger quoi. Ouais. Et si là-bas il y a une plus grosse problématique cannabis, est-ce que tu t'attends pas à ce qu'en France métropolitaine il y ait plus de jeunes qui consomment pas de base ou qui consomment peu et qui du coup vont arrêter l'usage derrière? Ah, pardon, excuse-moi, j'ai perdu le fil de ta question. Tu penses que je pourrais avoir des changements de comportement plus en France ? Ouais, si jamais ils sont pas dans un usage quotidien de base. Parce qu'en fait, s'il y a déjà une récurrence et une habitude chez ces personnes, ça va être plus dur de passer par le sevrage et de passer par l'arrêt. Alors que si c'est des personnes qui consomment très irrégulièrement en France, parce que l'incidence est moindre,
il y a peut-être plus de chances que tu vois des modifications de comportement. Alors, tu as tout à fait raison. C'est deux publics franchement différents et c'est délicat de faire des comparaisons. Donc là, j'ai ces données en tête tout fraîchement, donc je discute dessus, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes. Après, même en Polynésie, là, les résultats, on les a découpés par niveau d'usage parce que ceux qui sont déjà dans un usage problématique, ce qu'il leur faut, c'est pas de la prévention, c'est du soin, oui, non, en fait. Ça, c'est sûr. Donc, de toute façon, bon. Mais dans les faits, oui, malgré tout, en France, on s'attend à avoir des usagers irréguliers. Et eux, on aimerait bien avoir un effet et voir si ça bouge ou pas. Moi, je sais que j'avais fait des analyses vraiment préliminaires sur 2 lycées au tout début. Et pour une communication, j'avais tout rushé pour pouvoir regarder un peu. Et j'avais eu une diminution de l'usage. Donc, peut-être que ça va bouger, effectivement, mais je n'ose pas m'avancer normal. sur ce que je vais avoir en France métropolitaine. C'est beaucoup plus hypothétique que des faits. Ouais, donc je ne sais pas. Puis ce que je trouve intéressant avec ce programme-là, c'est que même si tu n'observes pas de diminution de la consommation, le fait d'avoir ne serait-ce qu'un impact sur l'intelligence émotionnelle, si j'ai le droit d'appeler ça comme ça, dans tous les cas... En fait, c'est moins décourageant que quand tu vas faire ce vieux programme de sensibilisation où tu vas dire arrêtez de fumer. Bon, tu n'as pas bougé les statistiques ou la consommation des gens. Tu dis ok, on a vraiment fait ça pour rien. Ouais, c'est clair. C'est très vrai ce que tu dis. C'est intéressant, quoi qu'il arrive, vous avez un effet et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant avec ce programme-là. Ouais, je trouve ça super chouette. En plus, c'est rigolo parce qu'ils ont un éventail de programmes en fait, qu'ils sont en train de développer. Genre là, il y a et compétences émotionnelles cannabis, mais je sais qu'ils voulaient faire ils sont en train de peut-être ils l'ont fini en fait, je sais plus, mais il y en a un, c'est l'alcool, je crois le binge drinking plus précisément, et l'estime, il y a un truc sur l'estime de soi ou les pairs, enfin ils ont fait plusieurs trucs, tu vois, ça m'étonne pas parce que le binge, il y a beaucoup le côté faire comme les autres, se sentir inclus dans le groupe, parce qu'il y a un côté très social dans le contexte où t'es un peu obligé de boire comme les autres pour te faire inclure, sinon tu te fais shame. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait ce genre de c'est ça. J'ai un doute, mais je sais qu'il y a aussi l'estime de soi qui va être évaluée et il y a aussi donc il y a au moins 2 autres trucs. Et sur les écrans, c'est ce qui sort le plus pour la prévention de l'usage dans les substances. Donc ça m'étonne pas. Bah oui. Mais et l'autre comportement addictif, c'est qu'ils veulent développer, c'est l'addiction aux écrans qui est tellement actuelle. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté. Moi, par exemple, je dis ça parce que je pense à la Polynésie où ils ont commencé à vouloir mettre en place les autres trucs. Donc après, ça peut être les F de seconde, ils font le cannabis et les F de première pourraient faire le binge drinking. Et du coup, il y a vraiment ce côté de. Je trouve ça trop cool parce que ça fait. À chaque fois, on cible une compétence, parce que pour la faire efficacement, il faut du temps. Donc voilà, à chaque fois, on cible une compétence et un comportement addictif. Et puis, à la fin, les jeunes, ils auront vu plein de trucs et plein de renforcements différents. Un éventail de compétences qu'ils auront développées pour prévenir un usage excessif et éviter de faire utiliser des mauvaises stratégies pour compenser une émotion qu'ils n'arrivent pas à gérer. C'est ça. Puis c'est hyper transversal, quoi. Ça va pouvoir toucher le cannabis, puis au final, quand on va lui proposer... je ne sais pas quelle autre substance, on pourra se dire peut-être que je vais me renseigner. Typiquement le tabac pour l'anxiété, la dépression et l'alcool. Voilà, les grands liens. La mauvaise gestion de l'emploi du temps et du stress et la cocaïne. Bon, voilà. Ok, trop bien. Moi j'ai fait le tour de mes questions. Je sais pas si. Moi aussi. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que tu aurais voulu aborder dans ton sujet ? Très franchement, non. Je pense qu'on a fait un bon tour de mon sujet de recherche. Que je suis contente d'avoir eu l'opportunité d'en parler parce que en fait vulgariser ça fait presque partie du jeu en fait. Surtout pour son sujet. Ouais, c'est ça. Parce que vraiment ta cible c'est des adolescents quoi donc Exactement, ouais. Mais nous on n'a pas vu le petit animé donc moi j'ai envie de lire le manga. Mais je pense qu'il est au labo. On va le lire demain. Le manga, ouais. Oui. Super. Mais de base je sais que je travaille pas. Si j'ai une question que je viens d'y penser. T'as combien d'établissements que t'évalues ? J'en ai... Je dois en avoir 7 ou 8. Ça représente combien d'élèves Une trentaine d'élèves par classe, un truc comme ça ou... Ça dépend. En fait, j'ai des établissements généraux. Des classes en général, ça va être une trentaine d'élèves. Ouais. Et j'ai des classes pro. Et les classes pro, ça peut être 10-15 élèves. Ouais, ok. Donc, je dois être à 7-8 établissements avec... Je crois que j'ai une perspective, là, si je finis le recrutement dans l'établissement où je suis, ça fera une perspective de 550 participants.
Ok. Ça commence à être un peu costaud pour avoir des stats un peu solides. Ouais, c'est long. Ouais. Avec mes petits questionnaires papier que j'ai saisis, ça fait 1000 questionnaires à saisir. Ouais, Tu fais le calcul, j'ai connu cette problématique. J'ai connu la saisie de questionnaires. Mais en fait, on est obligé, parce que imaginez un petit peu, on a donc 500 élèves. Ça fait, il y a 2 groupes, donc ça fait 250 élèves par groupe. Et puis dans chaque groupe, il y a, admettons, je sais pas, il y a 10% d'élèves vraiment concernés par le cannabis, et plus ou moins. Alors j'ai vraiment des chiffres au pif là, mais dans l'idée, ça fait pas beaucoup, ça fait 25. Enfin, on a très vite fait de c'est ça. Donc après, pour trouver la cible, t'es obligé de grossir, enfin de prendre un échantillon plus grand pour en trouver déjà. En fait, on s'intéresse évidemment aux jeunes qui sont pas usagers, donc mais qui auront des problématiques d'usage plus tard pour d'autres trucs peut-être. C'est ça. Donc c'est entre guillemets, on va pas s'intéresser que aux élèves juste qui ont commencé le cannabis et qui n'ont pas, voilà, mais c'est vrai que si on veut aussi regarder l'effet chez ces jeunes-là, il en faut. Et du coup c'est compliqué. Et est-ce que le programme, il y a des chances qu'ils veuillent le pérenniser le mettre en place dans tous les établissements de France par exemple, ou un truc comme ça, ou... Ah mais carrément, en fait, tous les établissements de France, on s'avance peut-être un peu, en gros dans le programme national, comme pour le programme d'éducation sexuelle qu'ils sont en train d'essayer de sortir, tu vois, un peu en fait c'est hyper passionnant. Enfin, c'est vrai que là du coup j'ai vraiment suivi ce truc du début où c'était pas déployé, où j'ai appelé des dizaines d'établissements avec eux, et là donc avec l'étude qui est en cours, ils l'ont proposé dans le répertoire des programmes probants et efficaces de Santé publique France. Okay. Il a été inscrit dans le registre il y a 3 jours, genre. Donc très content, même s'ils attendent la publication de mon premier article sur les données en Polynésie, mais normalement voilà, c'est... Je crois pour valider que c'est efficace et que c'est utile de le mettre en place. Je crois que le terme c'est prometteur quand on n'a pas assez de résultats, mais dans les faits c'est ça. Et donc là il est inscrit, il est mis en place dans l'établissement avec la collaboration de l'éducation nationale, et je sais qu'ils sont en train de le déployer. Donc là jusque-là c'était Île-de-France, Polynésie, je sais qu'ils sont en train de le déployer, de former des animateurs pour le mettre en place, je sais plus dans quelle autre région, mais au moins 1 ou 2 autres régions de France. Ok. Et je crois qu'ils veulent aussi en discuter pour d'autres dom-tom. Donc, tout doucement, le truc est en train de vraiment se répand petit à petit. Parce que même si on n'a pas les résultats, c'est vrai que ça a l'air quand même... Enfin, on a vraiment des premiers retours vraiment intéressants. Et puis, toi, tu parlais de la durée d'évaluation qui est trop courte, mais c'est vrai. Mais du coup, on est en train de réfléchir. Enfin, j'ai pas fini ma thèse. Mais... on va dire, j'ai suffisamment avancé pour avoir une idée de ce que j'ai pas eu le temps de faire et de comment faire mieux. Donc, en parallèle, ils sont en train de commencer à réfléchir à un nouveau protocole pour l'année prochaine, pour continuer les évaluations et essayer d'ajuster au maximum le programme pour qu'il soit le plus intéressant et efficace possible pour les jeunes. Bien sûr. Donc, c'est vraiment... on est en plein dedans, quoi. Genre, c'est vraiment le développement en cours. On teste les trucs au fur et à mesure, on voit ce que ça donne et on réajuste. C'est ça. Okay. Et vous avez prévu parce que c'est évidemment anonyme une fois que tu mets dans ta base de données, que tu fais tes analyses stats, mais est-ce que vous avez prévu de recontacter, vous êtes gardé la possibilité de recontacter les étudiants eux-mêmes ou via les établissements pour pouvoir suivre à plus long terme ce qui s'est passé ? Pas du tout. En fait, le comité d'éthique, il a été très dur. Souvent le cas avec les moins de 18. C'est ça. Et là, actuellement, dans ce protocole de recherche, on a du tout... Enfin, tout est anonymisé. Genre même là, mes questionnaires, je sais pas qui l'a rempli. Je leur fais construire un code sur le moment. Donc... c'est pas du tout possible, mais c'est vrai que je pense que pour la suite, c'est une vraie analyse, une vraie étude longitudinale dans le temps, qui dure dans le temps, même avec moins de questionnaires, un truc plus léger, mais une petite cohorte peut-être, mais qui reste dans la durée. Il y a plein de façons de faire, quoi. Et je pense que ça serait via les établissements, ça serait possible en théorie. Bah ouais, dans l'idée, mais bon, là ça va être. Enfin, je pense que c'est possible, mais ça va falloir bien défendre le projet. Et je pense que avec les résultats qu'on a là, on aura les moyens de bien défendre le projet. Et aussi, je pense plus de quali. Parce que j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de quali. Mais pour voir déjà le retour que eux en font et qu'est-ce que ça change sur leur usage, qu'est-ce qu'ils disent que ça peut changer. C'est ça. Ah non, je pense je vois bien comment prolonger le projet. Et puis même moi j'imagine clairement genre des études sur les compétences émotionnelles en mise en situation, tests cognitifs, tout ce que tu veux, tu vois. Ouais, non mais en vrai, ouais. Enfin, genre, là t'as envie de faire des collaborations et tout. Mais tu sais, mais même là, ce que j'ai fait aussi,
parce que j'adore rajouter des volets à mon étude, parce que finalement je travaille pas assez, je pense que je m'ennuie un peu. Voilà. Tiens, volet 72. Non mais c'est un peu ça, tiens. Et j'ai rajouté un volet, je pense pas que j'aurai le temps de le mettre dans ma thèse, mais au moins il est commencé, et puis ça me donne un éclairage. J'interviewe les personnes qui accueillent le programme dans leur établissement et qui assistent au programme. En général, j'ai une référente, ça peut être un CPE, une infirmière scolaire, un infirmier, enfin ça dépend. Ouais. Et en général, ils sont très proches des élèves, enfin plus ou moins, mais en tout cas, ils ont vraiment suivi le programme, ils sont assez proches des élèves, ils les connaissent plus ou moins, et du coup, c'est hyper intéressant, quoi, parce qu'ils peuvent me dire un peu... est-ce que ça les a vraiment intéressés à leur avis, comment ça a été vécu, pourquoi ils ont choisi ce programme, est-ce que ça a répondu à leurs attentes. Enfin, c'est hyper chouette d'avoir leur point de vue aussi, quoi. C'est parce que finalement c'est aussi avec les personnes qui reçoivent le programme qu'on sait qu'on si c'est construit un peu qu'est-ce que c'est ouais. Parce qu'en général c'est des chercheurs dans leur coin qui font un truc en disant ça va être bien. Et puis des fois c'est pas bien. Mais là c'est franchement. Et là du coup il y a vraiment une approche co-construction avec les établissements, les élèves et c'est un peu ça. Et en plus déjà de base il a pas été fait par des chercheurs full chercheurs, il a été fait par des cliniciens qui travaillent dans la clinique addictive adolescente depuis des années. Donc je pense qu'il y a vraiment ce côté bouclé, tu vois, genre ils ont construit ça à partir des patients, de l'expérience qu'ils ont eu avec leur patientèle. Après, il y a le programme qui est créé, qui est déployé, et maintenant, on regarde un peu les retours des personnes qui l'accueillent, donc ça fait vraiment une vraie boucle, quoi. Et je trouve ça super chouette. En passant par la littérature, bien sûr. Évidemment. Ok. Moi, je pense qu'on a fait un bon tour sur la thèse, si tu n'as pas d'autres questions, enfin, de choses auxquelles tu voudrais mentionner. Mais du coup, je pense que je vais te demander, qu'est-ce que tu fais en dehors de ta thèse comme loisir pour justement poser le cerveau? C'est une bonne question. Je consomme du cannabis. Non. Évidemment. Faites pas ça chez vous. Faites que je dis pas ce que je fais. Ouais. Non, au début, j'avais pas de financement, donc je travaillais pour payer ma thèse. Et c'était horrible. Je en profite de ce podcast pour faire un message. On veut bien te croire. Financer la recherche par pitié. Financer par la recherche. Et vous lancez pas dans un projet de recherche trop ambitieux si vous n'avez pas les moyens de manger derrière. Parce que vraiment, c'est... Enfin, je dis ça, je grossis le trait, mais non, je grossis pas le trait. Non. C'est vraiment très très dur. Et même si par ailleurs, du coup, j'ai fait de la recherche, enfin, j'ai eu la chance de faire de la recherche à côté de ma recherche. Donc c'était enrichissant comme travail, mais c'est vrai que du coup, j'avais pas de temps libre du tout. Et la santé mentale, c'est important. Ouais. Et ouais, sinon, qu'est-ce que je fais ? Moi, je couds, je tricote, je fais du jeu de rôle, des jeux de société. Je suis une très grande geek dans la... Voilà. Ça, je savais déjà, c'est pour ça que j'ai posé la question. C'est ça, je suis une ado, en fait. Ouais. Je fais des jeux grandeur nature. Ouais, je mets des costumes, j'ai des épées en plastique. Voilà. Je me bats. Typiquement, quand je faisais le cosplay, elle était là. Oh ouais, t'as fait ça et tout. Tu disais quoi? Et puis c'est bien, c'est comme ça. Quand j'ai commencé la thèse, j'avais un peu peur. Je crois qu'il y a une espèce de truc chez les rôlistes, on dit les rôlistes, de vieilles craintes que c'est très mal vu et tout. Donc je disais trop rien. Et maintenant, grâce à toi, tout le monde saura, tous mes proches qui ont écouté ça sauront que tu fais des jeux de rôle. C'est ça. Ouais, nous aussi. Hein. Voilà. Oui, c'est quand même mieux accepté maintenant. Oui, ça c'est sûr. Une époque où c'était compliqué, mais... mon père, c'était un troll des cavernes, je pense. Quand il jouait à Warhammer dans le salon, c'était clairement un troll des cavernes. Ouais, en plus, ça prend une place folle. Ouais, il peignait des tout petits soldats, là. Non, il y en avait des milliers partout, là. Je sais. J'en ai pas, mais mon copain, on en a à la maison. Ça et le jeu de rôle. Vraiment, ils étaient considérés... Parce que, du coup, ils travaillaient dans un laboratoire de recherche aussi. Et c'était vraiment les trolls des cavernes, quoi. C'est lui et ses potes. Ouais, mais en même temps, c'est tellement... en fait, ça touche... tu vois, je crois que c'est parce que je faisais du grandeur nature que je me suis mise à la couture. Et en fait, ça m'a... Puis en même temps, t'as travaillé l'expression et tout. Enfin, en vrai, trop bien. Enfin, moi, c'est un vrai échappatoire. Ça fait une vraie coupure, quoi. Pour le grandeur nature, comment tu te retrouves dedans? T'es dans une asso? C'est juste des groupes d'amis sur Discord? Enfin, comment tu fais pour réunir autant de personnes autour d'un... Tu sais pas? Non, mais parce que moi, ça fait vraiment longtemps que j'en fais. Genre, ça fait plus de 10 ans, je pense. Du coup, j'ai un peu les... Enfin, quand ça fait longtemps, je pense que t'as juste tes potes qui te font « Hey, il y a GN qui va se dérouler, viens !» Mais c'est vrai que... Ouais, t'es déjà dans le milieu. Parce que, c'est-à-dire que nous, on fait du jeu de rôle,
papier autour de la table, etc. Mais c'est vrai que je sais pas où je dois me renseigner si je voulais vraiment incarner mon personnage et mettre un costume. En vrai, je vais dire un truc de vieux maintenant, apparemment c'est très vieux. Facebook. Je m'attendais pas à ça. T'en fais pas, on est aussi écouté en Belgique et la Belgique est en retard. Donc. Non, ouais, parce que c'est très simple finalement. Mes étudiants, ils m'ont dit ça, ils m'ont fait. Genre, ils ont dit, ouais, nos groupes de promo, ils sont sur Insta. Et j'étais quoi Comment il ça est pas sur Facebook, votre groupe Vraiment Les vieilles personnes, quoi. C'est vrai que notre groupe, il est toujours sur Facebook, je pense. Voilà. Bah oui, mais en vrai, ouais, parce qu'en fait, pour le coup, les rôlistes, en vrai, tous ceux qui organisent, c'est ma génération est au-dessus, donc Facebook, et c'est super pratique en termes de création d'événements. Ah bah ouais, c'est sûr. Donc voilà. Ok, trop bien. Bah, vous savez, si jamais ça vous tente. Voilà, si vous voulez passer 3 jours dans un univers post-apocalyptique ou médiéval fantastique. Oui, évidemment. Comme Witcher, Witcher, tu vois. Ah ouais, Witcher, trop bien. Pardon, j'ai cliqué. Mais oui, l'enthousiasme me fait bouger tous les trucs. Voilà. Si je fais Cyril, elle est trop badass, la nouvelle qui va sortir. Là. Ouais, c'est vrai. Alors l'armure, ça demande du boulot, quoi. Bah attends, l'armure de Mélinoé, ça demandait du boulot aussi. Dans les faits, il y a de très bons artisans. Ouais. En fait, c'est un gouffre à argent. Donc tout mon argent de thésard que je n'ai pas, je le mets dans mes costumes. Logement et costume, quoi. Oui, parce que je suppose que tu peux trouver des gens qui te fabriquent des trucs qui en sont déjà... Oui, non, mais clairement. Tu peux en fait, acheter des trucs déjà un peu faits, quoi. Ouais, alors ouais, t'as différents marchés, mais au début, t'as tout pour démarrer ton jeu pas trop cher. Ça, c'est plutôt cool, en vrai. C'est pas trop cher, c'est pas non plus. Mais je pense, pour pas grand-chose, tu peux te faire un costume correct. Mais quand tu commences à faire quelques années que t'en fais, tu vas faire différents univers. Alors, il faut ton costume médiéval, il faut ton costume futuriste et tout. Puis tes ambitions augmentent aussi dans ton costume, quoi. C'est ça. Et là vient la question fatidique. Où est-ce que tu stockes ça dans un 10 mètres carrés à Paris? C'est compliqué. Je vis pas à Paris. Ok, déjà. Bon point. Okay. Ouais. Je vis pas à Paris. J'ai un très bon système de stockage à base de sacs aspirateurs. J'ai une cave. Ok, pas mal. Non, vraiment, avec des immenses paires d'ailes qui prennent une place folle. Vraiment, c'est très compliqué, mais on s'en sort. Parce que nous, on a bien vite vu le problème de stockage, quoi. Nous, on a fait 2 cosplays pour mon anniversaire et déjà, il y a un carton d'armure, des trucs pendus partout. Et ça, c'est un seul, quoi. Après, t'as pas 36 armures. Hein. Enfin, en vrai... Ouais, mais genre là, c'était Mélinoé de Hades. Si tu fais un mais deuxième jeu différent et t'as des trucs qui n'ont rien à voir... Je pense qu'on n'a pas les mêmes problématiques. Parce que moi, je fais en sorte de réutiliser quand même un max mes trucs. Tu les réarranges autrement. Genre, tu te fais une base, tu fais plusieurs pantalons, plusieurs machins, puis après tu... Mais, enfin, sauf si, voilà, j'avoue que j'ai en tête 2-3 trucs qui sont assez volumineux, mais dans les faits, on essaye d'être un peu efficace dans la résidence que tu peux pas faire dans le cosplay, quoi. Ouais, c'est ça, dans le cosplay, tu incarnes le personnage, donc tu mets exactement le truc au bon endroit et pour ressembler le plus possible. Il y a un univers dans lequel tu aimes particulièrement jouer, ou qui t'a particulièrement marqué, ou un costume que t'as fait J'aurais 2 choses à répondre, je pense. Ouais. J'adorais Vampire Masquerade, qui est un univers moderne. Genre, il faut imaginer, voilà, aujourd'hui, maintenant, il y a des vampires. Il y a des vampires qui vivent et qui ont des influences et qui font leurs trucs. Et c'est très, très, très cool. Moi, j'ai commencé avec ça, en fait. C'est du semi-réel. En plus, c'est très addictif parce que, comme c'était ce qu'on appelle semi-réel, donc on est costumé, mais on se bat pas pour de vrai. Donc il y avait ce côté facilité de juste tu te costumes, mais tu peux faire ça dans un bar. Oui, d'accord. Donc il y avait beaucoup de narratifs sur une table, c'est les scènes importantes ou par exemple de combat ou je sais pas quoi, on était tous autour d'une table, donc tout d'un coup on change de... Enfin, ça permettait une certaine souplesse en termes de lieu et de régularité du coup. Donc j'en faisais tous les mois et j'ai joué à ça pendant genre 5 ans. Et très très prenant, mon premier perso que j'aime d'amour. Et peut-être... je pense Fortunus sur Candoria. Je pense j'ai incarné une déesse. J'étais pas joueuse, j'incarne un personnage non joueur qui donne du jeu aux autres. Et c'est pour ça que j'ai des ailes gigantesques. C'est stocké dans la cave. Stocké dans ma cave, exactement. Et du coup, là, moi, plus le temps passe, plus j'aime passer de l'autre côté, en fait. Et donner du donc plus le MJ ou le personnage non joueur qui va aider au contenu, plus que le joueur pur et dur où tu dois faire du roleplay. En fait, tu fais grave du roleplay. Un roleplay un peu plus impro, quoi.
Ouais, c'est ça. Tu les amènes dans des scènes super intenses et tout. Tu les mets dans des grands choix horribles et tu les regardes galérer. Là, j'adore. Ouais. C'est vrai Trop que bien. le côté MJ, pour ça, c'est drôle. Ah bah, c'est sûr. Ouais. Je pense que j'aimerais bien être MJ. Ah, ça a l'air du boulot quand même. Ouais, c'est T'as mon pas le taf. temps. Je te le dis. Je vois ton emploi du temps. Je pense que Non, voilà, faudrait c'est pas. libérer des espaces. Comment ça? Faut que j'arrête des trucs? Non. On a un podcast, Pint of Science. Le travail. Faire du cosplay de temps en temps. Ça, c'est des vraies compétences qu'on acquiert en tant que doctorant. Hein, de Ouais. faire plein de trucs. Ça, c'est sûr. D'être un peu trop curieux, de s'intéresser un peu Ouais. trop des À trucs. tout. Tout ce qui nous parle, quoi. L'enfer. Tout sauf faire de l'argent. Voilà, je précise quand même. Ouais, c'est très sympa. Alors Je oui. mets ce petit point au passage. Oui. Effectivement. Voilà. Ouais, c'est vraiment Ce compliqué. sera le mot de la fin terrible. Est-ce qu'on se ferait des petites recommandations culturelles? Est-ce Ouais. que tu en aurais pour nous? Bah, j'avoue que. Donc, vous m'aviez dit en Ouais. avance que j'aurais ces recos à faire. Et ça m'a terrifiée. Je me suis dit, mince, mais j'ai quand même des goûts vraiment très de niche. Et Ben alors, c'est super les trucs de niche. maintenant qu'on vient de parler de GN pendant 10 longues minutes, j'ai plus aucun problème. Donc, je vous. Ouais, décomplexé. Voilà, donc je vous recommande absolument le festival Trolls et Légendes, qui Ok. est un petit festival, enfin un petit, bah, il a vu sa vie là, depuis un certain temps, je pense plus de 10 ans, à Mons en Belgique. Ok. Il est trop chouette, vraiment un des meilleurs festivals. Et puis j'aime beaucoup parce qu'il croise vraiment tous mes univers, donc il y a des tables de jeux de société qui tournent en boucle et de JDR tout le Ok. festival. Il y a des trucs un peu plus médiéval, fantastiques. Il y a des concerts avec je sais pas, Donjon de Nullbug, le Nullband pardon, qui doit Ouais. tourner quasiment tous les ans. Voilà, des tas de trucs. Donc moi c'est vraiment un espace que j'aime énormément et que je prends plaisir à retrouver tous les ans, ou tous les 2 ans quand il était tous les 2 ans. Et je tricotais des chaussettes. Genre, j'avais très envie de partager ça parce Ok. que C'est devenu ton nouveau passe-temps, tricoter des chaussettes. en fait c'est mon goal. Ok. Genre, là j'apprends toutes les techniques pour ok. arriver à tricoter des chaussettes T'as parce encore que jamais eu une chaussette fonctionnelle? non non mais Très parce que j'ai pas les bonnes aiguilles, donc Ok. j'apprends le jacquard, là j'apprends tout un tas de petits trucs et en gros le délire c'est qu'une fois que j'ai découvert le monde du tricot chaussette, donc pour ceux qui aiment l'art du fil et se détendre avec les mains, moi ça me teint mon cerveau et c'est incroyable. Et en fait c'est vrai que après tu peux faire tout ce que tu veux en chaussettes, des chaussettes Ouais. canard et tout, enfin c'est un univers incroyable Et qui s'ouvre à toi. qui s'ouvre vraiment. Ça fait du bien de se passionner pour quelque chose qui n'a vraiment aucune importance. Moi, ça me libère vraiment l'esprit. Donc voilà, si vous voulez vous détendre les mains. Après, ça a l'air vraiment pas compliqué. Moi, je m'y mets après Noël, quand j'aurai mes aiguilles. Trop bien. Ok. Stylé. Toi, Laura? Oui, donc du coup, je voulais vous recommander le manga. Enfin, l'animé. Mais je suppose que c'est aussi un manga. Dandadan. Ah, c'est bon, je l'ai prononcé correctement. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois de quoi tu parles, parce que de toute façon, on a coupé ce moment. Donc voilà. Qui est un animé qui est sympa, qui est drôle et triste et un peu fou Et malaisant. et malaisant et cringe. Et pourtant, moi, j'ai trop du mal avec le cringe, mais celui-là, je le trouve quand même trop bien. Qui est récent. Enfin, il sera plus si récent parce que ça va sortir en février, mais il était récent qui est quand sur on, enregistre, quand on enregistre en décembre. Et pour rester dans l'univers un peu médiéval, enfin pas médiéval, mais manga et un peu médiéval, j'avais regardé l'année dernière Les Carnets de l'apothicaire, que j'avais trouvé très bien. C'est un animé aussi, et ça parle... Celui-là, je vais un peu plus développer le pitch, parce que ça parle d'une fille d'apothicaire qui se fait enlever par des brigands pour être vendue au palais de l'empereur, pour être genre... pour travailler en fait là-bas. En gros, c'est les familles ont le droit de vendre, entre guillemets, louer leurs enfants pour récupérer un salaire pour qu'ils travaillent pour l'empereur. Et en fait, elle se fait repérer parce qu'elle a des compétences un peu d'apothicaire via son père. Et elle devient goûteuse de poison pour une des courtisanes de l'empereur. Et cet animé, je le trouve très bien parce que y a un peu de développement, de passage un peu adolescence à adulte. Elle fait un peu des expériences un peu cheloues avec ses poisons. Il y a un peu le côté médiéval, découverte de passage à l'âge adulte, etc. Donc, je trouve Ça a l'air trop bien. il est vraiment très très bien. Voilà. Donc c'est un Japon médiéval classique. Ouais. Ça a l'air vachement bien. Et toi, Loïc? Trop cool. Pareil, hein, vu qu'il y avait manga dans le titre de thèse, j'ai sauté sur l'occasion aussi. Hein. Manga / animé qui est dispo, qui s'appelle Mob Psycho 100.
L'auteur initial, c'est One, c'est celui qui a fait One Punch Man, souvent plus connu, qui a été repris en manga derrière par Yusuke Murata, qui dessine un peu mieux, puisque One, l'idée de base, c'est qu'il avait fait un web manga, c'est-à-dire qu'il avait publié des planches sur le web qui ont été massivement repartagées par les gens, parce qu'en fait c'est génial, c'est hyper drôle, malgré le fait qu'il gribouille littéralement plutôt que dessiner. Ça fait partie de son style. Et Mob Psycho 100, il n'a pas été repris par quelqu'un d'autre, c'est vraiment son dessin à lui qui a été repris, donc il y a vraiment une patte unique, je dirais, et l'histoire, elle est vraiment drôle. C'est des gens qui ont des pouvoirs télékinésiques, qui vont chasser les fantômes avec. C'est débile, mais c'est assumé, et c'est en même temps très joli quand ça part aussi en combat. Ceux qui aiment les shonen seront quand même contents de... Et puis il y a quand même la profondeur dans l'histoire. Enfin, l'histoire, elle ça parle aussi de l'emploi au Japon, la pression à l'école, les relations hommes-femmes en tant qu'adolescents. Donc voilà, il y a plein de thèmes sous couvert de débilité, donc c'est tout ce que j'aime. Les musiques sont incroyables. Et les musiques sont cool. Donc voilà, je recommande fort à la fois la lecture et le visionnage. Trop bien. Et je peux faire une reco manga du coup ? Bien sûr. Petite reco manga aussi. Parce que c'est vrai qu'en vous écoutant, je me suis dit mais c'est vrai, il y a ce livre incroyable. Moi, j'aime beaucoup l'horreur. Quand j'étais jeune, j'avais une grande passion pour les films d'horreur et tout. Et un jour, on nous a offert le livre Spirale de Junji Ito. Et en fait, franchement, c'est voilà, apparemment, c'est donc si pour les amateurs de manga, de romans graphiques japonais, genre je pense que c'est une base, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il faut connaître, c'est culte. Okay. C'est vraiment un maître de l'art de l'horreur japonais, et je trouve ça incroyable parce que c'est vraiment une forme d'horreur extrêmement différente de celle qu'on peut avoir dans notre culture occidentale. Okay. C'est extrêmement dérangeant. Le pitch, en gros, donc c'est un gros livre, et concrètement, c'est des petites histoires, mais avec un fil conducteur et une fin, où tu sais pas trop pourquoi, mais dans leur village, il y a des choses qui se mettent à devenir des spirales. Okay. Ça part de ça, et ça fait des trucs horribles, avec des enfants qui deviennent des escargots, des trucs trop bizarres, et bon, voilà, et je pourrais pas le résumer autrement, mais ça marche très très bien, c'est assez terrifiant, c'est assez dérangeant en fait. C'est ça, ça parle un peu de l'obsession que tu peux développer pour certaines choses, et là en l'occurrence c'est le motif de la spirale. Et graphiquement, je pense que même ceux qui connaissent pas, ils ont vu passer des planches. Si tu traînes un peu sur internet, il y en a plein qui sont assez renommés, quoi. Donc, c'est assez une claque visuelle. Et même, en fait, on sent bien que derrière, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, mais d'une façon tellement détournée. C'est vraiment... faut creuser, c'est vraiment hyper étrange, quoi. Et c'est une belle aventure, voilà. Okay. Trop bien. Moi, je connaissais pas du tout, du coup, je vais lire ça. Amuse-toi bien. Surtout qu'en plus, moi, j'ai du mal avec le cringe et tout. C'est vraiment un truc qui me dérange énormément. Regarde, si, un peu quand même. Genre ça, là, tu vois. Non, ça va. Ça va ? Ouais, c'est pas ce cringe-là. Moi, c'est le cringe malaise dans les situations sociales, tu vois. Ça me gêne beaucoup. Ah ouais, genre la série... horrible là. The Office. Ah non, je peux pas. Moi, Alors The Office, j'ai appris à l'aimer. En fait, je l'ai tellement montré, je pense que ça a fini par passer. J'ai appris à l'aimer, mais genre Michael, des fois, je suis là, genre... Mais c'est horrible parce que je vois que ça a l'air hilarant, et en fait, vraiment, c'est trop pour moi. Mais pareil, peut-être que je vais réussir à m'exposer suffisamment pour... Typiquement, Zen, il y a des moments où je suis là, genre... malaise. Parce que moi, c'est ma forme d'humour préférée. En fait. Voilà, donc j'avoue que... typiquement, moi, j'aime bien Maxime Biaggi, mais Zen, Zen, c'est dur à regarder. Je préfère Popcorn. Tu vois, genre, des trucs un peu comme ça, où un peu du mal. Trop bien. Bah écoutez, on a fait le tour de ce podcast. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut nous retrouver, Loïc ? Alors, on peut nous retrouver sur les plateformes de podcast, notamment celle sur laquelle tu es en train d'écouter cet épisode, toi, petit auditeur. Tu nous retrouves sur Instagram aussi. On aura la publication de chaque épisode. Tu peux nous envoyer des messages, des demandes, si tu connais des gens qui ont envie de passer, ou si toi-même tu veux passer dans le podcast, n'hésite pas à nous contacter. Le Discord, sur lequel tu peux faire un tour, discuter avec ceux qui sont passés dans le podcast. Et voilà. On est bien. Mais parfait. Et on vous dit à bientôt, et on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt. Salut. Au revoir, merci.